je me suis rendu compte que sauf si on est le propriétaire ou les vignerons-chefs, on ne se fait remarquer vraiment dans le chai que quand on fait une bêtise. Et à vrai dire, j'avais toujours en tête l'idée d'essayer de faire quelque chose. Et à un certain moment, j'ai commencé I went over to the dark side. Notre mission dans la vie, c'est de protéger, de promouvoir des cépages démodés, maudits, des vignes centenaires, justement. Souvent, des gens me demandent combien d'hectares est-ce que vous avez chez Biriquino? Et la réponse est que j'ai 5 pieds de vigne, dont 3 grenaches de Rayas dans mon backyard. Les vins que je fais en Californie sont en quelque sorte une réflexion de moi. Je suis un sensitive new age guy. Hello les Gluters, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle émission, je vous propose un voyage outre-Atlantique, plus précisément sur la côte pacifique américaine, à quelques miles au sud de San Francisco, où notre invité du jour protège des vignes centenaires sur les paysages extraordinaires qu'offre le massif montagneux de Santa Cruz. Le rêve américain, c'est ici et maintenant. Alors découvrons, sans plus attendre, ce que le vin dit d'Alex Krause. Vous ne le connaissez pas, son nom ne vous dit rien, rassurez-vous, nobody is perfect, et dans 1h30, nous aurons remédié à ça. Primo, Alex Krause, c'est un mec franchement sympa, qui en 2008 a eu la bonne idée avec son complice John Locke de créer Biriquino. Biriquino, retenez bien ce nom, un domaine viticole californien qui commence à se faire une sacrée réputation auprès des amateurs de vin et plus largement sur la scène gastronomique mondiale. Et pour cause, ces vins détonnent, créent la surprise et marquent les esprits à la manière des affranchis de Martin Scorsese, et ce, pour notre plus grand plaisir. Alors pour Glouglou, Alex nous partage son parcours, ces petites choses qui font basculer un destin, ses bonnes adresses, son attache à la France, et puisqu'un peu d'histoire ne fait pas de mal, vous en saurez plus sur l'épopée viticole américaine. God bless America. Je m'appelle Peeves, j'aime profondément les gens passionnés, nul doute que celle d'Alex saura vous faire voyager. Allez, top générique. Bonjour à tous, c'est Peeves. Vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Hello les amis et bienvenue sur Glouglou pour cette nouvelle émission. Je suis, de vous à moi, très heureux et un peu impressionné de me retrouver face à mon nouvel invité du jour, une personnalité inspirante, évidemment, vous connaissez la chanson. Il nous vient de l'autre côté de l'Atlantique et d'ailleurs ses fenêtres sont plutôt orientées vers le Pacifique. J'ai le plaisir d'accueillir sur Glouglou Alex Krause, propriétaire d'un superbe domaine qui s'appelle Biriquino. Hello Alex, comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation. Très content d'être là. Très content de te recevoir, qu'on partage un petit moment. Alors, chers Glouters, peut-être vous souvenez-vous, mais il y a quelques émissions, lorsque j'ai reçu Tim de Frida, sommelier, restaurateur, la bouteille à l'aveugle, je t'en parlais en off avant qu'on lance l'émission, était justement un de tes vins, Biriquino, domaine Biriquino, l'un des plus vieux cinceaux du monde, des vignes centenaires, et on s'était absolument régalé. Et pour tout vous dire, parce qu'on n'est pas dans le secret ici, j'ai eu le plaisir de recevoir un petit coup de fil de l'ami Rémi, qui travaille pour une très belle maison qui s'appelle Valade et Transandine, les amis. Et Valade et Transandine, ils sont spécialisés, eux, dans l'importation et la distribution de grands vins, de pépites, de vignerons engagés du monde entier. Elle est basée du côté de Bordeaux et donc aujourd'hui même nous y sommes. On est là chez eux puisque tu es avec eux, puisque cette maison est ton distributeur français. Là tu y es depuis toute la semaine, tu me racontais ton tour de France qui était assez impressionnant et voilà, et je remercie toute l'équipe de Valade de m'avoir gentiment proposé, sachant que j'adore tes vins, et bien qu'on puisse passer un petit moment pour papoter et découvrir ce que le vin dit de toi. Alors, sans plus attendre, l'apéritif, vous connaissez, c'est l'étiquette. Mon cher Alex, c'est le moment où notre invité peut se présenter. Tu as carte blanche. Merci. Je m'appelle Alex Krause. Je viens d'origine de la côte est des États-Unis.
à Boston pour être plus précis, mais après avoir vécu l'hiver là-bas pendant 20 ans, je me suis dit que peut-être il valait mieux déménager ailleurs. Et je me suis trouvé en Californie, ayant eu une expérience qui m'a vraiment marqué à l'âge de 16 ans, 17 ans. Mon père n'était pas du tout dans ce métier. Ce n'est pas un domaine familial qui date du XVIe siècle. Je trouve que ça, c'est vraiment la meilleure façon d'entrer dans ce métier. Et non plus, malheureusement, je ne viens pas d'une famille des banquiers ou de l'industrie pétrolière, qui là aussi peut-être les deux autres meilleures façons d'entrer dans ce métier. Mais enfin, mon père était un prof de sociologie à Boston, mais il avait fait un échange avec un ami à Paris, justement, à la Sorbonne. Et comme ça, ma famille m'avait encouragé de suivre des cours de français. Et j'ai eu la chance de vivre un an et demi à Aix-en-Provence comme étudiante. Et bien sûr, à l'époque, principalement, je m'occupais de chercher des litres de bière et de les consommer dans les parcs avec du fromage. Et ça m'a bien plu quand même. Et le temps qu'il faisait en Provence par rapport à ce que j'avais vécu à Boston. Mais en même temps, j'ai également eu la chance de vivre chez une famille française qui n'était pas vigneron, mais dont le père, Pierre Makiewicz, était photographe. Et la photographie reste une de mes passions dans la vie, toujours. Et par hasard, justement, Pierre avait photographié les livres pour les publications viticoles de Larousse, y compris les livres d'Émile Pénaud. Donc, le textbook qu'on utilise toujours, au moins en Californie, j'imagine ici à Montpellier, c'est les siens. Donc, on a les photos de Pierre dedans et sa femme cuisinait hyper bien. Et à l'époque, je me souviens très très bien que je détestais les tomates et en fin de compte, elle avait fait une superbe salade de tomates quand j'avais 16-17 ans. Et ça m'a énormément plu. Et comme ça, je me suis dit, bon, ça pourrait être intéressant, le vin. Ça m'a ouvert les yeux. Et après avoir déménagé en Californie, et j'ai aucune formation dans le vin, viticole ni vinif. J'ai tout appris sur le champ, mais je me trouvais à l'âge de 21 ans. J'ai fait une année sur la bourse américaine avec Charles Schwab et j'aurais dû continuer comme ça pendant 10 ans, 15 ans, gagnant du fric avant de me lancer dans ce métier. Mais en fin de compte, c'était pas mon truc. Et j'ai commencé à écrire des vignerons en Californie. Et étant donné que mes connaissances dans le vin à cette époque-là étaient très étroite. Je connaissais un peu, mais c'était que les vins de la vallée du Rhône. Et donc, j'avais écrit Randall Graham de Bonnie Doon Vineyard au début des années 90. Et il était un des seuls vignerons à me répondre tout de suite. Il m'a invité à déjeuner avec lui. Et comme ça, j'ai commencé pour faire ce qu'il fallait faire. Tout au début, c'était sa salle de déguste. Tu peux nous en dire juste un petit peu plus sur ce domaine? Son nom? Et Randall Graham, il était ce qu'on appelle en Californie, one of the Rhone Rangers. Il était un champion pour les cépages rhodaniens en Californie. Quand à cette époque, c'était vraiment presque un monde monocépage de Chardonnay et Cabernet et Pinot Noir à cette époque-là. Et il y a eu cet élan, en fait, dans les années 80-90, de quelques pionniers qui ont apporté des cépages rhodaniens dont il faisait partie, en fait. Voilà. Il est devenu champion, et quand même avec un esprit
questionner, ça se dit? Oui, c'est questionner. Et c'est questionner et enfin, ne prenez pas comme gospel les connaissances de l'époque. Et donc, c'était quelqu'un vraiment inspirant, ça se dit, pour moi. Et grâce à lui, enfin, j'ai eu mon permis de conduire de camion commercial, Class B, Commercial Truck Driving License, dont je me sers toujours. J'ai eu mon permis de Manitou et en même temps, après à peu près 7 mois, je suis entré dans le chai et j'ai nettoyé des cuves et des barriques pendant 1 an. Et en fin de compte, on m'a laissé commencer à faire des connaissances sur la chaîne d'embouteillage. Et ensuite, sympa, pratique aussi. Et en fin de compte, j'ai commencé petit à petit à comprendre, à aller chercher les raisins chez les vieilles familles viticoles en Californie et évidemment comment faire du vin. Et c'était à cette époque que j'ai aussi fait la connaissance de John Locke, qui est devenu mon business partner chez Birichino. Et c'était une superbe expérience, enfin, sur le champ d'apprendre comment travailler avec une vingtaine de cépages différentes, plantés dans des climats totalement différents, chez quelqu'un qui vraiment poussait les limites dans tous les sens, qui avait de super idées très créateurs, pour la plupart, d'autres moins intéressants, mais mais qui t'a permis de voir une vraie diversité et d'explorer un peu les personnalités de chacun de ces cépages et les combinaisons possibles, j'imagine. Voilà, ouais, j'imagine que si j'avais commencé dans le vieux monde, on dit, Old World, ça aurait été plus difficile, enfin, de voir autant, enfin, c'est une des choses que j'apprécie de la Californie, c'est que, enfin, c'est à la fois quelque chose d'intéressant et quelque chose de difficile, le fait que on n'a pas 2000 ans d'histoire de vinification en Californie. On ne sait pas, on n'a pas eu les moines au Moyen-Âge qui ont étudié pour voir telle ou telle côte de nuit serait intéressant sur cette exposition. C'est vraiment au début, enfin, à peine. Enfin, on a des frères espagnols qui ont établi les missions, évidemment au 19e siècle pour la plupart, mais ce n'était que vraiment au milieu du 19e siècle que des immigrés, bien sûr, français et italiens et portugais ont emmené leurs vignes avec eux et ont commencé à vraiment planter des vignes en Californie. Donc on a tellement de choses à apprendre toujours avant qu'on ne maîtrise. Et pour moi, ça reste très important. Pour moi, juste, c'est mon intérêt personnel et je trouve également c'est quelque chose d'important pour l'industrie en Californie. C'est de ne pas rester sur place sans se poser des questions et sans essayer des choses qui peut-être ne sont pas traditionnelles du tout, mais surtout avec tout ce qui se passe avec le climat et le réchauffement mondial, qu'il faut peut-être chercher ailleurs et expérimenter encore plus pour que ça continue. Et donc là, pour comprendre, tu as cette expérience, vraiment un apprentissage fou. Et tu as commencé à nous introduire quand même le prénom et le nom John Locke, aujourd'hui ton ami, ton associé dans le projet Birichino, qui voit le jour en quelle année? En fin de compte, j'ai travaillé chez Randall Graham dans le chai pendant à peu près 7-8 ans avec mon business partner John Locke. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte que sauf si on est le propriétaire ou les vignerons chefs, on ne se fait remarquer vraiment dans le chai que
quand on fait une bêtise, quand on casse quelque chose ou on laisse ouvert une valve comme ça. Et à vrai dire, j'avais toujours en tête l'idée d'essayer de faire quelque chose avec le commerce, avec ma connaissance en langue. En français, évidemment, je parle un tout petit peu d'espagnol. Et à un certain moment, j'ai commencé à... I went over to the dark side, on dit en anglais. J'ai changé de vitesse dans ma carrière pour un apprentissage sur le côté vente et marketing. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers contacts ici en France avec Claude Gillois et éventuellement avec Olivier Poussier et de nos jours Jean-Luc Suby pour représenter les ventes de Randall Graham et éventuellement les miens aussi. Et ça aussi, c'était une belle expérience. Grâce à ça, j'ai pu approfondir ma connaissance sur les pays scandinaves et au Canada, les monopoles d'alcool. Et c'est grâce à, surtout au Canada, la Société des alcools du Québec, qui appartient au gouvernement de Québec. La SAQ. La SAQ, c'est grâce à eux que j'ai pu commencer mon propre domaine en 2008. Et c'était peut-être le pire plan d'affaires viticole au monde qu'il n'y ait jamais eu. J'avais un trade lunch à un hôtel à Montréal en 2007 avec l'acheteur pour le monopole. Et il avait à cette époque 400 magasins de l'État et il m'avait harcelé pendant le lunch pour lui aider à trouver quelqu'un qui pourrait faire un cépage blanc italien qu'il adorait, un Malvasia Bianca. Et à cette époque-là, Randall ne s'y intéressait plus. Mais moi, j'avais fait un Malvasia pour Randall avec John depuis 12 ans à cette époque-là. Et je connaissais un des seules familles italiennes qui avait planté maintenant, il y a 100 ans, les premiers pieds de Malvasia près de la côte en Californie. Et donc, je me suis dit, bon, si jamais il y a une opportunité qui me regarde comme ça, il faut le saisir. Et c'est comme ça que j'ai démarré, sans une garantie de la part du gouvernement. J'étais obligé d'encaisser mes fonds de retraite pour faire 4000 caisses de Malvasia Bianca sans être sûr que ça allait marcher. Mais heureusement, ça a marché. Ça a marché. Alors, pour que nos glouters comprennent bien l'enjeu, tu as un rendez-vous donc en 2007 et tu comprends qu'il y a une opportunité si tu arrives à fournir un vin blanc, cépage Malvasia, pour le monopole canadien, québécois, donc que ce vin-là puisse se retrouver dans tous ces magasins du monopole, à l'attention donc du consommateur. Connaissant ce vieux vignoble, en fait, c'est là où tout commence, où tu vas aller sourcer, et c'est la nature même de Birichino. Exact. C'est assez fou. Il faut être honnête. C'était un grand risque qu'on prenait, mais sachant qu'il y avait probablement pas d'autres aussi bêtes que moi qui allaient faire le concurrent dans cette offre. Et en fin de compte, heureusement, ça a marché, mais c'était notre seul marché mondial pendant 2 ans que le gouvernement de Québec. Mais ça t'a mis le pied à l'étrier, comme on dit, voilà. Et ça t'a permis de voir que c'était possible. Voilà. Et te dire, tiens, et si on fait ça avec la Malvasia, peut-être qu'on peut le faire avec le Zinfandel, la Grenache, le Pinot, le Cinsault, le Sémillon, le Chenin. J'en oublie peut-être un. Riesling, Cabernet Pfeffer, Cabernet Sauvignon, Vermentino, what else? Où à chaque fois, votre identité, c'est d'aller sourcer. C'est-à-dire de s'occuper d'un vignoble ancien pour la plupart. J'ai l'impression que toutes vos cuvées sont issues de vignes centenaires. Oui, pas mal. Et c'est ça, c'est une grande différence, je dirais, entre la façon de travailler en Californie que ici en Europe pour la plupart.
En Californie, il y a beaucoup des immigrés françaises. Enfin, pour moi, la famille viticole avec laquelle je travaille le plus, c'est la famille Besson. Ils sont d'origine savoyarde, mais leur métier, c'était pas le vin. Ils étaient cordonniers et le grand-père avait immigré vers la fin du 19e siècle à Nouvelle-Orléans et puis à San Francisco. Et il y a eu le tremblement de terre célèbre de 1906 et il a décidé de déménager, d'aller un peu plus vers le sud où il s'est établi un magasin de chaussures. Mais tout le monde avait des vignes dans leur vie. Il avait aussi une petite vignoble et c'est comme ça qu'il avait commencé à faire un peu de vin à cette époque-là, vers les années 20-30 et maintenant, je travaille avec son petit-fils. Mais de nos jours, pour la plupart, les immigrés italiens, portugais, allemands, de nos jours, ont des proper jobs. Ce sont des avocats, des ingénieurs, des administrateurs, mais ils ont cette tradition viticole. Pour la plupart, ils habitent sur place. Mais de nos jours, ils ne font plus du vin, ce qui crée une opportunité impossible ailleurs pour des gens comme moi qui n'ont pas d'énormes ressources financières. Enfin, j'ai gardé mon day job, John aussi, pendant les 10 premières années pour réinvestir dans Birichino. Mais heureusement, j'avais fait déjà la connaissance de plusieurs familles comme ça qui ont des terres, enfin avec des vignes centenaires, justement 139 ans, 125 ans, intouchables. Ouais. Tu vas nous en parler un peu plus longuement quand on va se frotter au terroir. Mais tant qu'on est sur les étiquettes, pour clôturer cette très belle introduction, je me régale. J'ai envie que tu nous parles tout de même de ces fameuses étiquettes, justement, de vos vins. Elles sont très singulières, elles ont une identité forte. Moi, je les adore. Tu sais, on dit souvent, et j'ai pas peur en tout cas de vous le dire à ce micro, moi, il y a plein de vins, lorsque je les connais pas, ce qui m'a donné envie d'attraper la bouteille, c'est l'étiquette. Elle a quelque chose à nous dire, cette étiquette. Et les vôtres, elles sont assez mystiques. Est-ce que tu peux nous en parler, ou du moins, quelle est la signification que vous êtes allé chercher derrière ces étiquettes? Merci. Enfin, c'est important. Il y a tellement de jolis vins, des vins très très bien faits dans le monde, c'est sûr. Mais il faut qu'on se distingue en quelque sorte. À moins qu'on a un super caviste qui travaille très très bien, qui connaît ses clients. Et enfin, tout au début, mon ami John a une superbe amie française-allemande à New York. Et son métier, elle est illustrator, je ne sais pas comment. Illustratrice. Illustratrice, ouais, c'est trop facile. Vous avez vu, j'ai un bon anglais. Hein. Très bien. Et elle se spécialise toujours dans l'illustration pour la mode, et pour les gens comme Issey Miyake, et elle a fait beaucoup de choses pour Vogue en Allemagne et même Playboy apparemment. Mais elle a une superbe esthétique, et quand on avait commencé le projet, il m'a fallu à la fois vite choisir un nom. J'avais 7 jours pour choisir un nom, donc et le seul client que j'avais, comme je racontais tout à l'heure, c'était ce fameux acheteur du Monopole de Québec, et lui, il était italien, et il m'avait suggéré de choisir un nom italien pour la société. Donc, j'ai dit oui, monsieur, mon seul acheteur, Monopole. Je vais vous écouter. Et j'ai pris mon dictionnaire Il Nuovo Zingarelli, et je me suis dit, bon, si on est sur un salon ou une liste, il vaut mieux, d'un point de vue alphabétique, être un A ou B que Y ou Z. Et donc, je suis tombé sur Birichino, qui veut dire coquin, espiègle en italien, et monsieur l'acheteur l'avait bien aimé, donc on est parti. Mais pour revenir à l'étiquette même, la première étiquette qu'on avait fait, c'était fait par Isabelle, et elle avait fait un superbe tableau, 1 mètre de hauteur et peut-être 1,5 mètre de
largeur. Qui ressemblait vraiment à cette papier tapisserie un peu exotique avec des fleurs et blanches, et ça correspondait très très bien à la caractère un peu exotique du Malvasier qui a ce côté un peu sureau, jasmin, fleurs blanches, litchi même, et il y avait une connexion très importante et on l'adore, et on a dit bon, on va acheter ton tableau et l'utiliser pour l'étiquette, et en fait nous nous sommes servis pour 2 autres vins, mais en fin de compte à un certain moment il n'y avait pas un lien si étroit entre son art et ce côté un peu asiatique expressif avec les vins rouges qu'on faisait. Et en même temps, s'il nous fallait lui demander de peindre un nouveau tableau chaque fois qu'on avait besoin d'une étiquette, on va faire faillite assez rapidement. Donc, nous avions, étant donné notre style de vinif, qui est vraiment très très simple, on utilise levure indigène. On est le pire client de notre agent de barriques. En Californie, on achète à peine 2-3 barriques de 300 chaque année. Donc, tout ce qui est vinification, on a quand même des cuves en inox et des pressoirs modernes. Mais à part cela, ça n'a pas beaucoup changé depuis le Moyen-Âge de connaissances. On fait des raccottes à main. Mais le Moyen-Âge, justement, parce que tes étiquettes, elles ont cette couleur un peu moyenâgeuse, épique. Ils le sont, en fait. Nous nous sommes dit, bon, on aime beaucoup, on avait en tête cette idée de gravure. Et à l'époque, en 2010, on cherchait une étiquette pour notre premier Pinot Noir des montagnes Santa Cruz, et nous nous sommes dit que, bon, mondialement, globalement, qu'est-ce que ça veut dire Santa Cruz pour les gens? Et la première chose auquel nous pensions, c'était le surf. Et justement, c'était un Google search de la part de mon business partner. Pendant quelques jours, il avait fait un Google search pour gravure et surf. Il avait trouvé une étiquette superbe avec un vieux monsieur habillé avec une sorte de planche de surf devant une chaîne de montagnes sur la côte qui ressemblait énormément aux montagnes Santa Cruz. Et nous nous sommes dit, oh wow, ça c'est joli, il faut l'employer. Et on a cherché un peu plus loin et nous nous sommes rendus compte, nous avons appris que c'était issu d'une encyclopédie écrite, rédigée au milieu du XVe siècle par le dernier archevêque suédois Olaus Magnus, qui était à Uppsala, et avant qu'ils ont mis à la porte tous les catholiques. Il avait voyagé partout dans les pays scandinaves pour garder les traditions folkloriques de préserver le cerf, ou pour attaquer les châteaux en hiver avec des canons. Et il y a des choses sur le mort d'un roi danois dans un tank de miel. Toutes sortes de choses intéressantes, mais à chaque chapitre, il y a une gravure. Et comme ça, on a décidé, bon, pour certains cuvées, par exemple pour le Cinsault que tu connais, pour moi, le Cinsault de ce site, planté en 1886, offre à la fois deux côtés, deux expressions. On a ce côté très floral, presque lavande, violacé, très très délicat. Nous nous en servons pour faire du rosé également, mais en même temps on a quelque chose de plus obscur, un ombré terrain, sous-bois, des éléments de la terre qui ressort. Donc ce double caractère, et l'image qui figure sur l'étiquette de Cinsault, ça vient d'un chapitre sur la navigation au nord du cercle arctique, où on a soit
le jour 24 heures sur 24 Ou en la été nuit. ou la nuit totale. Et donc en latin c'est lux et tenebra continua sur l'étiquette. On a cette idée de voilà en été on peut voir les roches dans l'eau. Péril de navigation, mais en hiver, look out. Et on a adoré ça pour ce caractère dual du cépage. Ouais. Et donc, on prend peut-être trop de temps à réfléchir sur la connexion entre l'image et l'étiquette, mais voilà d'où vient notre approche. Enfin, pour moi, j'aime bien la gravure parce que, justement, dans une caviste, sur un étage, on a l'impression de quelque chose fait à main. C'est traditionnel en quelque sorte, quelque chose d'artisanal. Et j'espère que ça donne une idée vraie de ce qui est dedans. Non, bravo messieurs, et j'invite évidemment tous nos auditeurs à aller goûter vos vins et à se laisser tenter pour découvrir telle ou telle typicité de variété de cépages et puis de se régaler aussi avec les yeux parce que ces étiquettes sont magnifiques. Chapeau. À présent, merci. Mon cher Alex, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est de nous plonger justement dans ces racines et les tiennes, pas n'importe lesquelles. Jingle. Mon goût est en pleine croissance. Il me faut du vin. Mon cher Alex, petite question simple, comme ça, entre nous. Quel est ton premier souvenir lié au vin ? Enfin, mes parents n'ont pas été très connaisseurs. Ils avaient toujours quand même une bouteille à la table, mais je dirais que vraiment la vraie première mémoire qui me revient, c'était à l'époque où j'étais un étudiant à Aix-en-Provence, justement, chez Monsieur Macchiavetz et sa femme. Pour fêter mes 18 ans, ils m'ont offert une daube provençale faite par sa femme et une bouteille de... Maintenant, je reconnais l'étiquette. C'était un Châteauneuf de Vieux Télégraphe. Je crois que c'était un millésime de 1978, quelque chose de remarquable. Et donc, je me suis dit, bon, si c'est ça le vin, peut-être il y a quelque chose d'intéressant. Et même à cet âge-là, je reconnaissais que c'était quelque chose de bien différent et de qualité que j'ai jamais eu l'expérience avant. Ouais, tu sens que ce liquide t'a transmis quelque chose, et en tout cas, il t'a ouvert un monde, et t'as eu envie de t'y plonger. Comme quoi, ça tient parfois à pas grand-chose. C'est dingue. Yeah. Et donc, pas forcément de cave à la maison. Tu voyais tes parents boire du vin étant petit ou pas forcément? Oui, étant petit, et c'était plutôt mon père qui aimait cuisiner. Certes, il n'a pas eu jamais de formation dans la cuisine, mais il avait aussi une envie de faire d'expérimenter avec la cuisine turque ou persane, et mexicaine, et essayer toutes sortes de choses, d'autres plus réussies que some more successful than others. Et du coup, tu tiens peut-être aussi ce côté aventurier et d'expérimentation peut-être de ton papa. Exact, ouais, je crois bien que ça soit le cas. Tu nous as parlé, tu nous as du moins dressé l'esquisse peut-être de ces paysages de Santa Cruz. Je te propose qu'on en parle un petit peu plus et peut-être des autres terroirs qui t'ont marqué dans ta vie. C'est le prochain chapitre. Jingle. De grands terroirs impliquent de grandes responsabilités. Glouglou. Chers glouters, nous sommes en présence d'Alex Krauss, propriétaire du domaine Birichino. Copropriétaire, on passe le salut à John Locke qui lui est de l'autre côté de l'Atlantique, donc à Santa Cruz en Californie. Mon cher Alex, pour ce chapitre terroir, pour ce joli service, une petite question simple. Quelle est ta définition du mot terroir? Ça c'est une grande question, mais je dirais
En anglais, somewhereness, c'est l'expression de quelque chose qui ne pourrait exister ailleurs. Enfin, soit une combinaison, bien sûr, des qualités terrestres du sol, composition du sol, mais aussi l'exposition et ça comprend aussi pour moi l'expression des fleurs et des microbes qui y font partie. Enfin, pour nous, c'est très important et j'inclus dans toutes nos fermentations sont aux levures indigènes et on est chanceux de travailler avec une douzaine de vieilles familles italiennes, portugaises, etc. D'une année à une autre et pour la plupart je les connais depuis 30 ans et en même temps on a une appréciation que les vignes qui y poussent sont très bien adaptées avec la culture qui les entoure. Donc pour moi il y a des sites qui s'expriment d'une manière très très précise et définitives qui sont plus adeptes que d'autres. Et pour moi, je donne enfin l'exemple du grenache de la famille Besson planté en 1910. Nous, on est à Santa Cruz, qui est au pied des montagnes Santa Cruz, à peu près 100 km au sud de San Francisco, sur l'énorme baie de Monterey, mais la famille Besson, quand ils ont déménagé de San Francisco, ils se sont arrêtés à la limite sud des chaînes montagnes Santa Cruz, mais toujours à la portée de l'influence de cette brume océanique. Océanique. Et il y a dans cette zone qui s'appelle Hecker Pass, il y a une ouverture dans les montagnes qui ouvre sur la baie de Monterey. Donc, surtout l'après-midi, le soir, on a cette brume qui rafraîchit une zone plutôt chaleureuse, donc assez bien adaptée pour le grenache. Mais en même temps, il y a beaucoup de lauriers, de sapins, lauriers, quelques eucalyptus, mais plus laurier qu'autre chose. Et ce que je trouve intéressant parlons de terroir justement, dans les vins de cette région de la famille Besson, notre Pinot Noir qui est planté, le Saint-Georges qui est planté au pied des montagnes, l'exprime, le Zinfandel aussi, et peut-être le plus vivement et le plus jeune en expression, ça se révèle le plus tôt, le grenache planté en 1910, où cette combinaison de sol de sable graniteux avec un peu d'argile entouré de laurier, mais à la portée de cette influence maritime, donne un côté presque de Amaro ou Barolo Chinato, des épices. Ces herbes aromatiques, la quinine, les amers nobles, un peu orange sanguine. Ouais, c'est cette touche d'amertume et de fleurs sèches que je ne trouve nulle part ailleurs, et surtout sur Grenache. Et ça, pour moi, ça c'est vraiment un signe d'un site exceptionnel. Et je dirais aussi, on adore une zone viticole, peut-être peu connue en France, mais répandue en Californie, c'est l'appellation Chalone, qui n'est pas loin de la zone de la famille Besson. Un peu plus au sud, il y a une autre chaîne, enfin 2 chaînes de montagnes qui ouvrent sur la baie de Monterey. Le côté ouest sont des chaînes nord-sud, mais à l'ouest, c'est la chaîne Santa Maria. On a Big Sur et Carmel et tout ce joli coin du monde qui me fait beaucoup penser aux Alpes-Maritimes. Mais à l'intérieur, on a la chaîne des montagnes Gabawan. Et c'est là où un Bourguignon, il y a 106 ans maintenant, il cherchait de calcaire. Et il y a une énorme couche de calcaire à 600 mètres d'altitude. Dans cette zone, grâce au mouvement tectonique, il y a 220 millions d'années, c'était au milieu de l'océan Pacifique, mais tout a bougé et repoussé, et maintenant c'est une zone très très spéciale. Et là, on a
Du calcaire, vraiment comme des gros morceaux. Des blocs blancs. De blocs de craie avec lesquels on peut dessiner même. Et en même temps, on a aussi un ancien volcan qui s'est explosé il y a 23 millions d'années, qui s'appelait Mount Nenach. Et dans cette zone qui ressemble... Pour moi, ça me fait penser au sud-ouest américain, au nord de Nouveau-Mexique et Arizona. C'est très très sèche, il y a des rattlesnakes partout. J'allais te poser la question, ouais. Tu croises un peu des serpents, des bestioles rigolotes dans les vignes? Là-bas surtout, et des vultures, je sais pas comment les vautours, les serpents, vautours. Ouais, qui s'attendent jusqu'à vous ne bougez plus pour leur déjeuner. Mais cette zone, c'est incroyable pour l'expression. Enfin. Qu'est-ce que vous avez mis comme cépage? Qu'est-ce qui a été planté là? Au début, enfin plusieurs choses. Du chenin blanc. Enfin, ça c'est la plantation la plus vieille du chenin en Californie en 1919. Mais quand même. Comment t'arrives à justement à quantifier? Tu retrouves dans les archives les dates de plantation? C'est assez fascinant. C'est assez fascinant, mais c'est assez bien documenté en même temps, heureusement. Enfin, il y avait beaucoup de bourguignons. Enfin, peut-être pour les Américains, le nom qui est le plus résonnant, c'est Paul Masson, mais il était un bourguignon qui avait déménagé vers la fin du XVIIIe siècle et il avait emmené avec lui les sélections clonales de Chardonnay de son ami Louis Latour, Corton et Corton Charlemagne. C'est vraiment à lui que vraiment pour moi c'est le point de départ de la qualité dans la vinification des États-Unis. C'était Paul Masson sur les montagnes Santa Cruz à Saratoga où il avait commencé à faire du vin et de là son collègue, je crois que c'était Charles Lefranc, qui avait planté Chalon. Mais c'est un site comme nulle part ailleurs. Et là, ça me fait penser, c'est bizarre peut-être pour un Français de l'entendre, mais on trouve là-bas de nos jours toujours cette vieille plantation de chenin, mais aussi pas mal de pinot noir et chardonnay, mais dans ce même zone, on a quand même un peu de mourvèdre et melon de Bourgogne, si vous pouvez imaginer, dans un seul site. Et pas de logique du tout, mais ça fonctionne. C'est à 600 mètres d'altitude, avec une énorme variation jour et nuit, sur du calcaire, exposition nord-nord-ouest. Ça marche et ça dans les rouges. Ça te permet de ramasser des jolis raisins qu'on comprenne bien, qui sont à parfaite maturité, mais ces nuits fraîches, elles permettent de rester aussi al dente d'une certaine manière et d'avoir cet élan, cette bonne acidité, des pH plutôt bas. Tes vins sont pleins de fraîcheur. Yeah, et c'est ça. On a ici en France le Rodneck Farm qui est issu d'un site planté dans les années 80 par Dick Graff, qui est peut-être mieux connu en France pour avoir fait un Chardonnay qui faisait partie du Jugement de Paris en 1966 avec Steven Spurrier. Et son Chardonnay sortait, je crois, c'était numéro 3 avant les Français, sorry. Sorry, guys. Mais lui, il avait planté ce qu'on appelle des heritage clones of Pinot Noir, donc Swan clone, Chalon 46, Pommard 4, donc des clones. Et là, si vous comprenez pas ce qu'est en train de dire Alex, je me joins à vous, parce qu'effectivement, là, tu es en train de nous donner des noms de clones de Pinot Noir. Exact. Ouais. Et il y en a des centaines et des centaines qui existent. Hein. Mais pour la plupart, ce qui a été planté là, ce sont des sélections clonales qui ont été amenées au 19e siècle, qui venaient, enfin, je crois, j'en suis pas expert, mais principalement de Pommard, de cette région. Enfin, ce sont des sélections de Pinot dont les grappes sont plus petits, les raisins aussi un peu plus corsés, intenses. Enfin, pour moi, très bien adaptés à ce climat. Mais ce que je trouve en
en reprenant le fil de terroir, c'est que je trouve, peu importe le cépage en quelque sorte planté là-bas, avec cette combinaison d'élévation et sol fort en calcaire et granit volcanique, on a ce côté qui ressemble même à un Valtellina, un Nebbiolo. C'est à la fois très floral, presque comme le rosier, fruits sèches, mais on a en dessous cette tension, ce caractère très rocheux. On peut bien sûr récolter plus tardivement que moi, mais j'aime bien le capter en ce moment où on a toujours un caractère plus ouverte, transparente même, qui rafraîchit, mais quand même qui n'est pas simple. Sûrement ça donne du plaisir, mais il y a quand même une évolution sur le palais et sur le temps. Et ça, pour moi aussi, ça c'est une signe d'une site vraiment qui exprime quelque chose unique, pour la Californie, que je ne trouve nulle part ailleurs. Bon, j'essaierai de vous mettre une photo, évidemment, de vous partager ça, les amis, de ces paysages. Tu m'enverras tout ça, Alex, et puis comme ça, on pourra les partager. Mais c'est vrai que ça donne envie. Là, je m'imagine, en fermant les yeux, en tout cas, des chaînes de montagnes, et puis l'océan, à l'ouest. Et donc ces influences qui permettent aux raisins de bien pousser sur des terroirs différents et de comprendre aussi ce style, du moins cette identité. Moi, ce qui m'avait marqué quand j'avais goûté ma première bouteille, je pense qu'on était en 2016, le premier vin que j'avais choisi, donc c'était ton Zinfandel, donc vigne centenaire. J'avais choisi avec les yeux pour l'étiquette, mais la bouche, j'avais été tellement surpris par cette fraîcheur. J'avais un Zinfandel racé, élancé, droit, rafraîchissant, avec beaucoup de pureté, assez loin de, sans parler peut-être de caricature, mais quand même de l'identité qu'on est amené en tout cas à trouver assez régulièrement, même chez nous en France, sur des vins importés, souvent premier prix, donc des Zinfandel très juteux, dégoulinants, puissants, voire même alcooleux. Je m'étais dit, waouh, là il se passe quelque chose. Et ce que j'adore, c'est que j'ai l'impression, en goûtant tes vins depuis du coup maintenant quelques années, il y a ce côté affranchi, ce grand respect bien sûr de la tradition, mais j'ai pas l'impression que quand tu fais ton pinot noir, tu dis je vais faire un pinot noir comme on en fait en Bourgogne, je vais faire un chenin comme on en fait en Anjou, je vais faire un cabernet comme on en fait à Pauillac. Et cette identité, peut-être cette legacy, cet héritage, tu l'as justement à partir de ces vieux pieds qui en proviennent bien souvent, et c'est ça qui est assez extraordinaire. Bon, ça m'a donné un petit peu soif et j'ai envie d'en apprendre plus sur ta consommation. C'est le prochain chapitre, Gamma GT, let's go. Glouglou, le podcast à écouter sans modération. Gamma GT, mon cher Alex, c'est le moment où notre invité se met à table. C'est le moment où je vais te demander, gentiment, évidemment, que tu puisses nous confier ta fréquence de consommation, la fréquence de consommation Glouglou de 1 à 7 jours, semaine. Qu'en est-elle ? 6, je dirais, peut-être. Ouais. 6 sur 7, pas 6 mal. 6 sur 7, ouais. Ça dépend, mais largement, chaque jour, je goûte du vin, pendant la période des récoltes, évidemment, c'est tous les jours, mais parlons de consommation et non de dégustation. Il y a déguster et puis il y a boire. T'as une cave à la maison ? Oui, tout petit quand même, et je bois trop rapidement mes blancs, donc... Du mal à les attendre. Oui, j'ai du mal à les attendre, mais je dirais, je suis plutôt... comme John, on boit plus de blanc que de rouge, typiquement. Le climat aussi, il y a... T'as envie d'un liquide rafraîchissant. Rafraîchissant, il fait beau. Oui, c'est peut-être ça. Et alors tiens, ça m'intéresse, parce que toi, comment t'achètes du vin ? Et j'imagine peut-être pas que des vins américains. Non, très peu de vins américains. Je suis pas du tout chauvin. En fait, je suis un horrible francophile, je dirais. Mais en Californie, oui, c'est principalement par des cavistes indépendantes.
Des fois, enfin, j'achète directement des amis producteurs en Californie. Bien sûr, on fait des échanges. Quand je rentre du Canada, de la France surtout, ma valise, enfin j'ai 2 valises, dont une remplie de bouteilles. Enfin, justement, j'étais à Reims l'autre jour et toujours quand je quitte le Cabo Forum, il faut cacher quelques bouteilles dans la valise. Tu sais qu'on a reçu, j'ai eu l'honneur de recevoir Fabrice Parisot, gérant des caves du Forum. L'ami Fabrice qui est passé donc sur Glouglou, c'était le 2e invité de l'aventure. Ah bon. Homme extraordinaire et puis équipe extraordinaire et cave fantastique. Ils en sont à un peu plus de 6000 références en ce moment. J'ai vu que tu y étais allé. Ouais. Vous avez fait une super belle dégustation, un très beau wine dinner dans un nouveau restaurant qui a ouvert. Je vous glisse ça comme ça les amis, du côté de Reims, en extérieur, qui s'appelle Atis, A2TIS. On s'y régale. Et donc là, oui, quand tu vas chez Fabrice, tu sais qu'il faut que tu aies une valise vide pour les ramener. Voilà. C'est sûr. Enfin, on a des choses qu'on ne voit jamais en Californie. Je lui ai dit, il devrait renommer peut-être la cave de la tentation. Si Fabrice, tu écoutes ce message, voilà, réfléchis-y, parce que c'est la cave de la tentation pour qui il faut appeler le banquier avant 10 décembre. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Donc là, tu vas ramener quoi, tiens, dans tes valises? Enfin, pour l'instant, j'ai quelques chartreuses VEP en jaune et de la bière belge, enfin de Cantillon. Ok. J'adore aussi la bière et on n'a pas malheureusement le droit de le faire en Californie. Le gouvernement, enfin c'est le gouvernement fédéral qui nous défend de faire des choses avec tout ce qui est les graines. Céréales, exactement. Donc, mais j'adore. Enfin, j'ai des amis à Santa Cruz avec lesquels on a pu faire des co-fermentations avec nos raisins, avec leurs bières qui font de très belles choses. Enfin, ça s'appelle Santa Adarias. Il faut chercher leur bière, mais j'ai quelques bouteilles à présent, mais le Tour de France n'est pas encore terminé, donc tu sais que tu vas mettre quelques bouteilles de vin. Ouais, c'est sûr. Mais la dernière fois, oui, on a eu des vins rouges tranquilles de champagne qu'on ne voit jamais, en Californie. Les coteaux champenois. Les coteaux champenois, surtout. C'était une belle découverte lors de la dernière visite que j'avais fait chez le Cabo Forum. Écoute, je te prends la balle au rebond concernant justement les coteaux champenois. J'ai eu le plaisir de découvrir dans une adresse là aussi champenoise qui s'appelle la Grande Georgette. Ils ont un directeur qui est passionné de vin, qui est passionnant, Baptiste, si tu nous écoutes, bonjour à toi, qui m'a mis à l'aveugle une cuvée du domaine Coessence, la cuvée L'Argilier. Donc coteau champenois rouge millésime 2019. Les amis, c'est tout bonnement délicieux. Voilà, L'Argilier, Coessence, COE2SENS, coteau champenois. Essayez de trouver ça, vous ne devriez pas être déçus. Bon, est-ce que tu as un petit rituel, tiens, quand tu ouvres une bouteille à la maison? Tu te mets nu? Oui, non. Petite nu, ouais. Est-ce que j'ai un rituel? Enfin, j'ai eu la chance lors d'une visite en France, ça fait déjà il y a 20 ans, j'étais ici à Bordeaux pour Vinexpo, mais après que la foire, l'expo s'est terminée, j'ai eu la chance d'aller à Alain Ducasse et j'ai un tire-bouchon de l'aïeul du resto d'Alain Ducasse. De Michel Brun, à l'aïeul. Et donc ça, c'est ton objet fétiche. Ça, c'est mon fétiche pour ouvrir une bouteille de vin. C'est employer le tire-bouchon fait avec la corne de la race de pur Aubrac, je crois. Oui, tout à fait. Pour ouvrir les belles bouteilles chez moi. Et puis
Il me reste quelques verres de Zalto que j'ai pas encore cassés. Donc je m'en régale avec eux, mais enfin j'ai demandé à ma femme, mais elle ne veut jamais utiliser les Zalto parce qu'ils sont trop fragiles. Hein, mais Il paraît qu'ils peuvent casser au premier regard. ouais, en fait je parle avec les mains aussi, donc tout le temps casser. C'est votre côté Berichino, j'ai l'impression. Exact. Bon, en tout cas, des belles bouteilles, ça tombe bien, on va en parler dans le prochain chapitre. Jingle. Glou-glou. Pour l'amour du goût. Alors ce petit cœur que vous venez d'entendre battre, les amis, c'est celui d'Alex Krauss, notre invité du jour, qui a fait le voyage, voilà, qui nous vient de Santa Cruz au sud de la Californie. Et aujourd'hui, on est à Bordeaux. On a la chance d'être accueillis chez son distributeur français, la maison Valla des Transandines, chez son propriétaire Jean-Luc Soubi. Un grand merci Jean-Luc pour ton accueil. Et mon cher Alex, on va parler de tes coups de cœur, de tes coups de foudre. Est-ce qu'il y aurait un vin qui t'a littéralement laissé baba? Ce serait trop difficile d'en choisir un seul, mais enfin j'ai un très beau souvenir justement ayant parlé de Québec et du fait que je dois mon business à cette nation, au peuple québécois. Je me souviens très très bien que je suis allé chez un superbe resto que j'adore à Montréal, à Liverpool House, qui fait partie du monde de David McMillan et Fred Morin, qui ont aussi Joe Beef à côté. Mais c'était à Liverpool House. J'étais avec une agente, Catherine, anciennement de Réserve et Sélection, et elle avait choisi un vin que je connaissais pas du tout, d'une région que à cette époque-là je connaissais très très peu, et c'était le Beaujolais, et c'était de Froyard, un Côte de Pied de Morgon, qui m'a ouvert les yeux vraiment à ce que ça pourrait être de Gamay, tandis que jusqu'à ce moment-là, je pensais que voilà, c'était du pinard, ça se dit, juste quelque au goût chose de banane, avec un fruit fermentaire un peu grossier, une couleur violette, brillante, mais pas autre chose. Mais là, c'était ça m'a beaucoup ouvert les yeux, et enfin ça reste, j'en ai bien sûr dans ma cave depuis, ça reste. La Côte de Pie de chez Jean Foillard, vous m'en direz des nouvelles les amis, c'est un climat extraordinaire de l'appellation Morgon. Et ce sont des vins absolument merveilleux, faits à base de gamay, et ce dénommé Jean Foillard a effectivement du talent. C'est marrant que tu me parles de cette cuvée, parce que moi c'est un vin qui m'a énormément marqué aussi dans ma vie. J'adore y revenir, les boire jeunes et aussi bien sûr les faire vieillir. Et c'est grâce à des grands vignerons, à des talents comme celui de Jean Foillard qu'on découvre que évidemment le Beaujolais a autre chose à nous offrir que ce moment que je sais aussi apprécier, qui est le Beaujolais nouveau, qui est festif. Et d'ailleurs, il y a des très jolies bouteilles de Beaujolais nouveau faites par ces mêmes vignerons qui jouent le jeu. Sûr, ouais. Et de la même manière que la Provence ne se rime peut-être pas juste à faire des rosés piscines, mais à faire des grands vins de rosé. Voilà, donc c'est sortir des préjugés, casser des a priori et avoir des émotions assez uniques. Ouais, c'est sûr. Enfin, pour moi, je ne savais même pas que ça existait des vignes de 80 ans sur du granit qui pourraient avoir ce côté intense, floral, savoureux, sapin, et en même temps avec une profondeur, une longueur en bouche et une évolution qui dure et qui peut, enfin, voilà, ce sont vraiment des vins de garde. Et en même temps, on parle souvent, je crois, des prix des vins de Bourgogne, en gros, mais pour moi, le rapport qualité-prix, les meilleures cuvées de Beaujolais, comme de chez lui, c'est incroyable la valeur, même de nos jours. Oui, tu as raison, je te le fais pas dire, il y a d'excellents rapports qualité-prix, les amis, dans le Beaujolais. Autrement, Alex, quels sont ces visages qui t'ont marqué? Un visage, un personnage dans le vin, tu veux dire? Oui, enfin plusieurs. Enfin, j'ai eu la chance de exposer justement à Vinexpo avec
la famille Brunier de Vieux Télégraphe. Donc ça c'était ta première découverte. Ma première découverte, et en fin de compte, je me suis trouvé avec eux. On avait loué une maison et on avait fait de super barbecues, et j'ai toujours un double magnum de Vieux Télégraphe qui m'attend chez moi. Donc la famille, hats off to Daniel et Frédéric, et aussi André Ostertag, qui reste un ami que je n'ai pas vu depuis trop longtemps, et sa femme Christine, chez qui mon collègue John avait travaillé, peut-être au pire millésime qu'il a jamais eu en 93. Il pleuvait jour et nuit, mais enfin la tension, la pureté, le focus qu'a André pour tout ce qu'il fait, et la beauté et la clarté avec laquelle il fait ses vins, c'était vraiment une influence marquante, sûrement pour John et aussi pour moi, d'avoir passé quelques... Ces grands Riesling. Ces grands Riesling, son Münchberg évidemment, mais il fait de belles choses. Alors Alex, pour nos auditeurs justement dans cette catégorie coup de cœur, et de manière à peut-être mieux appréhender la diversité des cépages, les identifier, j'aimerais bien que tu me dises, en un mot, qu'est-ce qui te fait vibrer avec le Zinfandel? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est un cépage qui me rend totalement fou. Et je me plaigne chaque fois que je suis obligé de récolter le Zinfandel. Et j'avais aucune intention de travailler avec ce maudit cépage. À vrai dire, c'est juste que la famille Besson, savoyard, elle est très convaincante. Je les connaissais depuis 30 ans pour leur grenache. Et à un certain moment, George Senior nous a offert un peu de pinot noir planté en 1969. Et en fin de compte, son fils nous avait harcelé pendant des années pour « Viens, allez, on a de superbes Zinfandel de 100 ans. » Et on n'a pas enfin pu refuser à un certain moment. Mais tu n'y es pas allé de suite, quoi. Tu n'avais pas envie au début. Pas envie du tout, étant donné que ça pourrait être, comme tu disais tout à l'heure, ça pourrait être facilement caricatural en Californie. C'est un cépage qui est très bien adapté à faire des vins hyper intenses, costauds, lourds, surmûri. C'est un cépage qui presque crée un vin Porto sans besoin d'être muté. Mais la seule chose qui l'a rendu intéressant, qui nous a convaincus, en fait, c'était en 2013. C'était un millésime assez frais, et il n'y avait pas beaucoup de pression là où est planté le Zinfandel, c'est un site auquel je n'aurais jamais planté le Zinfandel. C'est au pied des montagnes Santa Cruz, à 15 km de l'océan Pacifique. De l'autre côté de la maison de George, c'est le pinot noir. Et là, ça marche, c'est logique, c'est frais, ça va. Mais le Zinfandel, ce sont des grappes très très serrées, les raisins les uns contre les autres, compacts, et le pot est tellement fragile que dès qu'on passe dans les vignes, si on lève les feuilles, quoi que ce soit, facilement on casse les pots, et tout de suite on a botrytis, mildew arrive très très rapidement, et leur comme cépage, le Zinfandel aussi a une tendance à une mûraison, maturité qui diffère. On peut facilement avoir sur la même grappe genre du 9 et 12 degrés, quoi. Voilà, ouais. Des raisins vraiment verts et surmûris et juste au bon moment. Donc choisir le moment de la récolte, c'est énormément difficile
il y a un niveau d'acidité naturelle assez élevé. C'est pas tellement fort en tanin, mais encore, je crois que c'est la magie du terroir de ce site. La fraîcheur nous aide à trouver un équilibre qui est plus linéaire, plus rafraîchissante que d'habitude. Donc, premier millésime du Zinfandel 2013 2013. Ok, ouais, donc je réalise, c'était, tu vois, j'ai découvert ton premier millésime du coup. Wow. C'était ce fameux, c'était 2013. Et c'était excellent. Bon, mais je vois que c'est tout aussi compliqué de décrire en un mot le Zinfandel, par contre. Alors, un adjectif pour décrire le cinsault. Violacé, enfin, c'est vraiment, ça me donne, j'ai tout de suite une image de couleur, et c'est violette en couleur, fleur, c'est soyeux, ça se dit, silky, en texture, très élégant, presque un peu comme le pinot. C'est très, on a là aussi, ça crée une sorte d'espace dans la bouche où on a le nez très attirant, like very attractive, le nez, mais derrière, en finale, on a cette longueur et ces amers nobles. Ces amers nobles, ouais, ça c'est joli comme expression. Ouais. Et tiens, si on parlait un petit peu, moi, d'un cépage que j'aime beaucoup et que tu utilises pour faire justement du blanc sec, toi qui en es un grand consommateur, le sémillon. Le sémillon, oui, c'est un cépage, enfin j'ai eu l'occasion de... c'est encore une vieille famille californienne qui, depuis 125 ans, sont viticulteurs dans la vallée de Napa, où autrefois, ce n'était pas la vallée de Chardonnay et Cabernet. Il y avait tellement de belles choses, des vieilles plantations de sémillon et de chenin, du Riesling, Gewürztraminer, mais petit à petit, cette manie, cette peste peut-être plus sévère que le phylloxera avait envahi et maintenant c'est presque une monoculture de Chardonnay et de Cabernet dans la zone. Mais... Que je comprenne bien, la peste, c'est pas le Cabernet ou le Chardonnay, il y a vraiment eu une maladie qui a... Non, mais la peste, c'est vraiment, je plaisante en quelque sorte. Donc j'avais bien compris, c'est la monoculture. C'est la monoculture, mais pour le sémillon, enfin, pour moi, ce qui est surprenant sur ce site, c'est qu'on peut réussir à avoir un sémillon bien mûri, mais qui n'est pas tellement haut ni en alcool, ni en niveau d'acidité. C'est à peine 11 degrés, 11 et demi, et à ce niveau de maturité, on ne s'attend pas à quelque chose qui aurait du corps du tout. On s'attend à de l'eau, à vrai dire. Mais pour moi, ce qui est surprenant, c'est on a à la fois ce côté de figue, de cire d'abeille et même une sorte de zeste, ce côté zeste d'agrumes qui crée une texture très très intéressante que je ne trouve nulle part ailleurs, et j'ai tellement envie de voir ce que ça va donner d'ici 5 ans. C'est vraiment là pour notre sémillon. L'inspiration, c'était plutôt l'Australie, le Hunter Valley, qui depuis très longtemps on fait des sémillons récoltés précocement pour faire vraiment des vins qui peuvent vieillir et avec le temps qui relèvent des touches presque comme salines, comme les huîtres à l'intérieur. Iodé, merci. C'est ça l'intérêt de ce cépage qui aussi, enfin, pour nous, ça fait partie de notre mission dans la vie, c'est de protéger, de promouvoir des cépages un peu démodés, maudits, comme le sémillon, comme le cinsault, même grenache, pour qu'ils ne disparaissent. Et Alex, est-ce que tout ce qui n'est pas démodé est voué demain à revenir à la mode, et est-ce que c'est pas un cycle infernal? Moi, je pense qu'on a la chance justement d'avoir des gens comme toi qui préservent tout ça et d'avoir cette diversité, puisqu'on en revient aussi au goût.
Et je pense que le Sémillon est un cépage merveilleux qui mérite évidemment d'être découvert au même titre que le Cinsault, enfin au même titre qu'un peu toutes les cépages, quoi. S'amuser à avoir des expériences. Après tout, ce n'est que du vin aussi. Tu sais, la volonté de Loulou, c'est aussi de le désacraliser, d'en parler autrement, et je pense de mettre aussi la distance qu'il faut, parfois nécessaire, des fois compliqué, parce que ça peut toucher à nos émotions, et c'est une bonne chose, c'est sûrement pour ça qu'on l'aime. Mais voilà, prendre du plaisir. Quel est, on y va, ton cépage préféré? Grenache. Pourquoi? Parce que ça pourrait justement être fait dans tellement de styles différents qui peut aussi être porteur du caractère du site d'une manière inouïe. Enfin, pour moi, enfin, le point de référence, c'est ce que fait la famille Reynaud depuis des années. Enfin, souvent des gens me demandent combien d'hectares est-ce que vous avez chez Birichino, et la réponse est que j'ai 5 pieds de vigne, dont 3 de Grenache de Rayas dans mon backyard, et 2 de Roussan de chez la famille Perrin de Beaucastel. Que tu as ramené dans tes valises? Non, enfin, quelqu'un d'autre. Sélection Massal? C'était pas moi, parce que c'est contre la loi. Je ne ferai jamais ça. Ouais. Mais Randall l'a fait. Ok. Génial. Mais j'adore, en fait, un peu comme le Pinot. Officiellement, je ne crois pas que ça soit un cépage noble, mais sur du sable, ça donne quelque chose de très fin, très élégant, très aromatique sur les fameux Safre. Safre, oui, c'est autre chose, et on peut faire quelque chose de très costaud, rustique, intense, ou quelque chose aérien. Aérien. En fait. C'est à la fois envoûtant, ça garde ce caractère très enveloppant et très sphérique en même temps. Donc, ce kilo de plume, en fin de compte, on a une bouche qui est pleine, mais légère. Toujours équilibré, et c'est vrai que c'est savoureux, quoi. Quand tu parles, bon, bien sûr, je pense qu'il y en a quelques-uns qui écoutent cette émission qui ont déjà goûté des vins, donc de ce fameux Emmanuel Reynaud. Alors, on pense à Rayas, Fonsalette, Château des Tours, Domaine des Tours, j'en passe. Mais voilà, ça vaut le coup, et c'est un très très beau cépage. Bon, là, je te cache pas, il est le moment de passer aux choses sérieuses. Je crois qu'on s'est assez mis en condition. C'est l'heure du blind testing. On y va. Blind testing. Les amis, c'est le moment, c'est la dégustation à l'aveugle. Et aujourd'hui, mon cobaye s'appelle Alex Krauss. Mon cher Alex, je t'ai donc servi du vin dans un verre, c'est toujours mieux, pour l'apprécier. Les basiques, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter? Qu'est-ce qui te procure? Quelles sont tes sensations? Oui, c'est un joli vin, j'aime bien, il faut le dire, et à vrai dire, c'est le plus important. Et tu dis pas ça parce que j'ai un pistolet chargé devant toi. Ok. Non, je le dis parce que tu l'as sélectionné, ouais. Et que je t'ai remis une mallette pleine d'argent. Voilà, exact. Non, c'est joli, enfin, en style, j'avais apprécié beaucoup le nez avec une sapidité, une profondeur qui m'intéresse. C'est pas surmûri, mais on sent un climat assez chaleureux. Il y a de la richesse dedans, mais sans être surcuit. Et j'apprécie également que ça ne soit pas très très moderne en vinification, qu'on ne sent pas le chêne neuf du tout, c'est tout en subtilité, et c'est vraiment un vin qui part pour moi. J'ai noté ça m'a fait penser à le fer. Il y a ce côté ce côté ferreux, quoi. Ferreux. Tu penses peut-être lorsqu'on vu que on parlait un peu de Moyen-Âge, épique, 2 épées qui pourraient s'entrechoquer, quoi. Bien. Enfin, j'ai pas l'habitude souvent de faire des vins aveugles, mais je trouve souvent qu'il faut aller sur son premier pensée. Et pour moi, la première pensée, c'est que
Il n'y a pas assez de tanins pour être la famille, un cépage bordelais. C'est plus chaleureux. Pour moi, ça me fait penser tout de suite à Mourvèdre en caractère et le sud de la France. Et il y a ce côté un peu sauvage, pas dans une manière déplaisante du tout, mais qui sauvage, enrichit, sophistiqué avec des notes d'herbes sèches aussi, justement, que je pense aux des herbes de Provence sur les collines. Donc, je dirais plutôt quelque chose français au sud du Rhône et pour whatever, just guess. C'est pas un bébé non plus, il y a quelques années d'âge, donc je dirais peut-être un vin qui a 5 ou 6 ans, c'est assez souple en caractère, point de vue des tanins sont bien intégrés, mais quand même il reste le caractère, un peu le fruit très attrayant, very attractive caractère de fruit, donc voilà. Voilà une belle en tout cas façon de décrire ce vin. Qui t'est propre évidemment, et je te rejoins, j'adore cette bouteille. Alors je vais t'expliquer dans quelques instants pourquoi je l'ai choisie. Évidemment c'est tellement parce que j'ai une affection particulière avec ce lieu, avec ce paysage, avec les gens qui y travaillent, et puis pour ce goût. Parler de fruits, le fruit est encore noir, bleu, on ressent justement aussi ces touches un peu de fleurs bleues, je te disais, côté résineux du vin, presque dans sa structure, et je trouve ça très intéressant que tu parles du Mourvèdre, parce que ce n'est pas le Mourvèdre, c'est Cabernet Franc. Mais mais effectivement, je trouve qu'il y a une trame qui pourrait nous faire penser, qui me fait penser au très grand Mourvèdre que produit le domaine Terre Brune à Bandol, où j'ai eu la chance, grâce à Monsieur Delisle, son propriétaire, de goûter une fois avec lui dans la cave des Mourvèdres des années 85, 2001, un potentiel de garde extraordinaire et des jus qui gardent beaucoup de jeunesse, beaucoup d'élan, de fraîcheur et surtout un capital plaisir gigantesque. Je t'ai juste régalé et je vois ce que tu veux dire et c'est intéressant. En tout cas, ça me donne envie de boire du Mourvèdre. Je lève la chaussette. Roulement de tambour. Chers glouters, j'ai amené notre ami Alex Krauss dans le Bordelais, tiens. Oh my God, of course, yeah. Du côté de Saint-Estèphe. Voilà. Tu découvres, en fin de compte, un très très vieux domaine avant de révéler son identité. Tu es attaché, tu as la chance, toi, de manipuler des raisins provenant de vignes centenaires. Écoute, tiens-toi bien, ce domaine basé à Saint-Estèphe est le deuxième, là aussi, dans les encyclopédies, les historiques, à avoir été bâti sur l'appellation. Le premier étant apparemment Calon-Ségur, et le deuxième, il porte le doux nom de Tronquoy-la-Lande, château Tronquoy-la-Lande, qui depuis 2019 s'est fait une petite beauté et aujourd'hui porte le nom juste de château Tronquoy, avec voilà un nouvel habillage qui lui va très très bien. Millésime 2011, les amis. Wow, c'est beaucoup plus. T'imagines? Ça a l'air d'être beaucoup plus jeune que ça. Ça fait si jeune. Wow. J'ai l'impression que 2011, en tout cas sur des jolis lieux où la vigne a pu produire de beaux raisins, c'est un millésime qui est resté très longtemps gainé sur le tapis de gym, quoi. Et enfin, ça commence à se détendre, mais on sent qu'il y a encore un potentiel de garde gigantesque. Et j'adore ce domaine, moi que j'avais découvert par hasard au détour juste d'une soirée entre amis où une bouteille de Tronquoy-la-Lande était donc ouverte sur la table. Et là, je dois bien avouer que j'avais peut-être pas été très raisonnable, mais j'étais tombé en admiration par rapport à ce vin. C'était le millésime 2010. Tu sais, ce moment, mais un peu en solitude où la soirée se passe super bien. T'as plein de gens autour de la table, ils discutent entre eux, ça se marre. Et toi, t'es pas mal juste tout seul dans ta tête. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce vin-là? C'est extraordinaire, j'adore. Et voilà, et depuis, j'ai eu la chance de m'y rendre un certain nombre de fois, avec toujours ce même appétit et ce même bonheur. T'es à Saint-Estèphe, sauf que quand tu quittes, tu sors de ta voiture, t'as l'impression d'être à Courthézon, chez les Perrins, à Beaucastel, tellement qu'il y a des gros cailloux, des grosses graves de la taille de mon poing. Et après, évidemment, tu comprends vite que t'es pas à Courthézon, que t'es pas dans le Rhône, puisque t'as l'estuaire de la Gironde au bout du jardin. On est à 23 mètres d'altitude.
Je veux pas dire de bêtises. Alors 23 mètres, effectivement, les amis, c'est pas le Mont Blanc, mais pour le Bordelais et cette rive gauche, eh ben c'est un point culminant très très important. On a donc ces gros cailloux, ces grosses graves qui surplombent donc un lit d'argile très profond, ça descend à 8 mètres. Et donc on retrouve sur ce millésime 2011 42% de Merlot, 47% de Cabernet Sauvignon et, tiens-toi bien, vous n'en avez pas par chez vous, 11% de petits verres d'eau. Voilà. Alors, ce que j'ai adoré aussi chez Tronquoy-Lalande, c'est son histoire. Et je vais pas manquer l'occasion quand même de vous en parler. Et c'est pas sponsorisé, les amis, clairement. Mais en fait, Tronquoy-Lalande, quand je vous dis qu'il y a un terroir de malade, une qualité de vin comme celle-ci, on se dit mais pourquoi c'est pas classé? En tout cas, moi, c'est une question que je me suis très vite posée. On voit la situation du domaine à côté des plus grands. Et on se dit, mais waouh, c'est une bouteille qui, dans le commerce, on est, je pense, chez un caviste, on est aux alentours de 35 €. 35 € et on boit juste le fruit d'un des plus grands terroirs du Bordelais. Et là, j'ai pas peur de me mouiller, je te le dis, pour moi, c'est un des plus grands terroirs. Eh ben, c'est pas classé pour la simple et bonne raison qu'en 1855, quand Napoléon III a envoyé ses émissaires faire ce très beau classement aussi, eh bien, il est juste pas passé par Tronquoy-Lalande parce que le propriétaire de l'époque était royaliste. Et donc, a priori, entre royalistes et Napoléon, le discours a été quelque peu rompu, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le propriétaire de l'époque, Pierre de Tronquoy, avait refusé d'ouvrir les portes du château. C'est un domaine de 30 hectares. Tiens, pour info. Et donc, je trouve que ça, c'est une opportunité géniale pour nous, buveurs de vin, quand on a envie de dénicher des talents, se faire plaisir à nos amis et à notre famille, se dire qu'il est encore possible de boire un très très grand vin de Saint-Estèphe à 35 €, 40 € sur des millésimes récents, mais il faut voir comment ça travaille, d'autant plus que depuis 2006, ça a été repris par la famille Bouygues dans le giron du château Montrose. Donc c'est un domaine qui aurait aussi pu disparaître à ce moment-là, faut le dire, puisque lorsqu'un grand cru classé d'une grande communale de la rive gauche fait l'acquisition d'un domaine non classé, elle peut s'offrir le droit de faire disparaître cette étiquette et de faire rentrer la production dans Château Montrose ou dans Dame de Montrose. Bon, là-bas, il y a une équipe assez bluffante, des gens, mais d'une qualité humaine et technique extraordinaire, et il était absolument pas question, de faire disparaître Tronquoy-Lalande, d'autant qu'en 2006, quand les frères Bouygues font l'acquisition de Montrose, ils embauchent un jeune retraité. Pour la petite histoire, je continue, je suis là, vous m'arrêterez plus. Jean-Bernard Delmas, jeune retraité, bâtisseur de Aubryon. Son fils a pris sa succession, et lui se retrouve à la retraite. Et là, on lui dit, bon, il y a le projet Montrose, allez, j'y vais. Jean-Bernard Delmas avait tous ses souvenirs d'enfance à côté de Tronquoy-Lalande et il apprend que c'est à la vente. Et donc, 6 mois après le rachat des frères Bouygues du château Montrose, il a dit, écoutez, il y a un projet là à 500 mètres vol d'oiseau, ça pourrait valoir le coup d'aller voir. Et donc c'est lui qui a tout rebâti en s'appuyant sur les talents et l'humilité, pour moi c'est le mot qui le qualifie si bien, qui est Yves Delsol, qui est arrivé sur cette propriété au début des années 80 et qui a pris sa retraite l'année dernière, en 2024. Voilà, bon, il s'y passe plein de choses à Tronquoy-Lalande, dorénavant Tronquoy, mais je vous invite, chers glouters, à vous renseigner et à découvrir cette très très belle bouteille. Belle découverte, merci d'avoir partagé. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'on mange avec ça? Le bœuf, surtout, avec une préparation assez simple. I never ever drink Bordeaux, I have to say. Presque. C'est vrai. C'est vrai, enfin, j'ai pas l'habitude de boire du Bordeaux. Donc, tiens, intéressant. Et alors, est-ce que ce vin issu de la région de Bordeaux, tiens, là, j'ai envie de te titiller. C'est effectivement, oui, on peut dire que c'est du Bordeaux, mais c'est un vin issu du grand puzzle. Tiens, d'ailleurs, c'est rigolo, sur la table à laquelle on a posé nos micros, il y a un grand puzzle qui représente un tableau de Klimt. Bordeaux, c'est un immense puzzle. On en parlait, il y a 5500 à la louche, domaine viticole, 110 000 hectares de vignes, c'est immense. Et donc là, tu goûtes juste une toute petite pièce de son puzzle. Bien. Ce qui me surprend est
la finesse des tanins et il n'y a aucune agressivité, ce qui ne m'a pas fait penser à Cabernet du tout. Et le Merlot, enfin, j'aurais dû y penser peut-être avec cette texture très très riche, très gras, mais voilà. Non, personne n'est parfait, mon cher Alex. Écoutez, mais effectivement, ça donne envie quand même de démarrer une petite braise et d'aller y poser ne serait-ce qu'un joli faux filet, un rhum steak ou oui, pourquoi pas une petite côte de bœuf. On se fera pas de mal. Allez, à présent, un petit instant magique. Let's go. Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Mon cher Alex, avant que l'on se quitte, j'ai envie de te proposer une expérience magique, un moment un peu introspectif où tu vas pouvoir choisir 5 ingrédients pour constituer une recette supposée sur le papier être assez idéale pour vivre un très bon moment comme tu les aimes, toi. Et pour ça, c'est très simple, je vais avoir besoin d'un vin, d'un vinyle, d'un plat et d'un lieu, d'un paysage, sans oublier la personne avec qui tu as envie de vivre cette expérience. Bien sûr, enfin, la dernière question, c'est la plus simple, c'est ma femme, évidemment. Mais je dirais, le vin, ce serait de la Elisabetta Foradori, Mezzo Lombardia, en 2017. Elle a eu énormément de difficultés avec la grêle à cette époque-là sur son Teroldego. Elle avait une perte de 80% de Teroldego et elle a décidé de faire des expériences qu'elle n'a jamais fait avec son Teroldego, et elle avait fait des macérations très très courtes de 24 heures dans des amphores, dans des cuves en béton et en fin de compte, elle avait réussi à faire un vin que j'adore. Enfin, ça m'a inspiré de faire pareil, enfin, de piquer son idée et de l'appliquer à des vieilles plantations centenaires de Carignan et de Grenache en Californie. Mais le vin s'appelle Laser, comme un laser, délicieux comme tout. Presque un rosé un peu plus foncé en couleur, mais on peut le refroidir un tout petit peu et le boire frais et ça donne idée de ce que ça fait sur le palais. C'est juste fraîcheur intense, légèreté, intensité, mais un peu comme Dembélé lors de la finale de la Champions League. Je sais pas si tu suis le foot, mais on a quelqu'un qui est pas mal dans le laser. Voilà, petite parenthèse refermée. Excusez-moi. Donc Foradori, juste pour nos glouters, on est en Italie du Nord, on est dans les Dolomites. Des Dolomites, enfin jusqu'au nord de Trento, mais on n'est pas peut-être encore monté dans les Dolomites, je sais pas la limite, mais la ville s'appelle Mezzo Lombardi. Et très très grande vignoble. Ouais, super. Enfin, et aussi j'aime le fait que c'était un domaine familial depuis 1901, je crois, et c'était son père qui s'en occupait jusqu'à sa mort, et puis sa mère a repris en 66 le domaine, et très près après, le jeune Elisabetta avait pris contrôle au début des années 84. Donc, elle a eu vraiment des challenges tout au début de sa carrière, mais elle fait de très très belles choses de nos jours. Et pour site, j'aimerais bien, j'y suis jamais allé, évidemment, j'aimerais bien un jour lui rendre visite, et donc c'est ça le lieu, et je pensais en même temps aux femmes qui vraiment ont travaillé et ont fait leur chemin malgré les difficultés qu'ils ont éprouvées. Et je pense à une chanteuse américaine de Los Angeles, Liz Phair, qui a
Liz Phair. Liz Phair qui a écrit, elle était un peu punk rock, vraiment féministe, en quelque sorte ses paroles, enfin on ne peut pas les passer sur toutes les ondes, un peu explicites, mais enfin j'aime bien, et elle a marqué un super début, elle fait tout, elle écrit, elle chante, elle joue au bass, les drums, les batteries pardon, mais elle a un second ou troisième album qui s'appelle White Chocolate Space Egg, et j'adore, donc j'écouterai White Chocolate Space Egg avec les airs de Foradori chez elle, avec ma femme. Et qu'est-ce que tu manges avec ça? De charcuterie avec de la fenouil, quelques fromages de la bon région. saucisson à la fenouil. C'est quelque chose d'assez simple, frais, mais enfin avec cette fraîcheur, l'acidité et la structure tannique qui est tellement modérée par cette courte macération, ce serait mon choix. Bon, Evan, je te remercie. Et les amis, vous savez où retrouver sa recette magique? Sur le compte Insta de Glouglou, Glouglou Podcast, tout attaché. Encore merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux, connectés, à suivre l'aventure, à interagir. C'est juste un gros kiff, et à être de plus en plus nombreux à vous abonner également. Voilà, c'est juste dingue de voir toutes vos écoutes se multiplier, et c'est chouette, j'en suis très heureux. Bon, mon cher Alex, l'heure est grave, nous y sommes, c'est la question finale. Jingle. Glouglou, ce que le vin dit de nous. Alex Krauss, qu'est-ce que le vin dit de vous? Ça, c'est une bonne question. Enfin, je dirais que les vins que je fais sont en quelque sorte une réflexion de moi, en sorte que je suis un sensitive new age guy. Enfin, j'espère que ce que j'ai réussi à faire, ce sont des vins qui transmettent là où ils sont plantés, et que mon job, d'après ce que je vois, c'est de sauvegarder la petite histoire qui ne traîne pas beaucoup en arrière, de vinification en Californie, et de valoriser le travail des générations qui ont planté ces nobles plantations, et de les protéger pour qu'ils puissent continuer pour les prochaines générations. Et que, enfin, mon espoir, c'est de faire des vins qui vous uplift, comment dit-on? Qui nous porte, qui nous élève. Qui nous élève au lieu de qui nous fatiguer. Et donc pour ça, enfin, je fais des vins qui me plaisent surtout. C'est la seule chose que je peux faire. Je ne sais pas ce qui va plaire aux autres, mais j'espère qu'il y en aura assez pour que ça fonctionne. Mais ce sont évidemment, enfin, le plaisir, c'est le plus important des qualités, et des vins qui sont rafraîchissants en quelque sorte, et qui améliorent dans une manière peut-être petite mais importante la qualité de la vie, et qui offre aussi en même temps la possibilité de approfondir nos connaissances des autres cultures et traditions, et de plonger, si on veut, dans l'histoire qui est, et la culture qui est entourée de la vinification et de la culture du vin. C'est une richesse énorme dont je me régale, et je me compte très très chanceux d'avoir la possibilité de faire ce que je fais. Et on le dira jamais assez, oui, c'est un métier absolument merveilleux, et c'est un univers où on apprend tous les jours. Je te remercie, Alex, et derrière justement cette sensibilité que tu décris, le vin en tout cas nous montre aussi ton attachement à vouloir mettre en avant la beauté d'un paysage, la beauté d'une expression, quand tu utilises des mots tels que sauvegarde, et tout en t'affranchissant justement d'un code qui pourrait peut-être te faire dévier de cette identité-là.
Franchement, bravo. Je tiens à remercier une fois encore nos amis de la maison Valade et Transcendine pour avoir eu l'excellente idée de nous réunir ce jour pour bavarder, pour passer un bon moment et découvrir et faire découvrir ce que le vin dit de toi. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette émission. J'espère que vous aurez envie de vous régaler, bien sûr, avec les vins de John et d'Alex. Et pourquoi pas de venir vous retrouver en Californie. Ça n'a pas l'air d'être une mauvaise idée. Volontiers, merci Pierre-Yves. Et j'espère vous accueillir. On est prêt à Santa Cruz. Si vous êtes prêts, il va falloir que je me prépare également. Alex, je te souhaite évidemment le meilleur. J'espère qu'on se retrouvera très vite. Et tiens, en parlant de retrouvailles, qui est-ce que tu aimerais retrouver au micro de Glouglou? Ça, c'est une bonne question. Enfin, j'étais dernièrement à un super resto assez récent à New York qui s'appelle Chambers. Et la première pensée que j'ai, c'est, j'adore ce qu'elle fait. Elle avait réussi à faire globalement avec son nouveau bouquin sur 1000 vignes, mais son resto Chambers et Pascaline Lepelletier serait mon passage de relais, ton élu. Oui, voilà. Elle est tellement occupée, je sais pas, mais écoute, mais quelle elle est bonne sympa idée. En même temps. Les amis, je pense que ça serait merveilleux de pouvoir recevoir Pascaline Lepelletier, chef sommelière. Son établissement, tu en parlais, à New York, et qui a préparé le championnat aussi justement du monde de sommelier. C'est une femme passionnante qui a l'air de déborder d'énergie. Je dis qui a l'air parce que j'ai jamais eu l'occasion de m'entretenir avec elle, mais en tout cas, elle est fortement inspirante. Elle a une voix qui porte et c'est tant mieux. Et donc, je me ferai un plaisir de te faire un petit clin d'œil si un jour ça se réalise. En tout cas, un grand merci pour ce que tu fais. Et puis, vous connaissez la chanson, les amis. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Buvez bien, buvez bon. Ciao, ciao. Bisous. Punaise, j'adore cette nouvelle émission sur le vin. Glouglou, c'est marrant comme nom et je comprends tout. Pour une fois, je comprends tout. Ah merde, arrête ton cirque. Spider Glouglou, Spider Glouglou.